Et je vous invite à poser une nouvelle question. On a parlé de rediriger. On a parlé de rediriger beaucoup autour des enjeux des acteurs privés. Et nous arrivons à ce moment de la plénière où nous allons nous poser la question de ce mot rediriger adressé aux acteurs du service public. Effectivement, face aux fractures sociales qui laissent les plus vulnérables de côté, la redirection du service public peut-elle être considérée comme une des clés pour pouvoir surmonter les défis et les inégalités avec de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens, de nouvelles manières de coopérer, collaborer. Autant de questions qui seront abordées lors de la prochaine table ronde avec nos nouveaux invités, puisqu'au micro de Sophie Fay, journaliste Le Monde, nous accueillons Jean-Pierre Farandou, président directeur général de la SNCF, sous vos applaudissements. Bonjour. Vous pouvez vous mettre ici. Sophie, la scène est à vous. Merci. Bonjour à tous. Une des places réservées là-bas. C'est un peu ça. Bonjour à tous. On va commencer parce que le chronomètre tourne. Merci beaucoup Jean-Pierre Farandou de prendre le temps de parler avec nous de ce sujet, oser rediriger le service public et en particulier le service public des transports. Je vous remercie d'autant plus qu'on est à un moment crucial, un moment charnière pour la SNCF et pour les transports, pour à mon avis 3 raisons. La première, c'est qu'en 2018, on a adopté une loi qui a profondément réformé la SNCF. Vous êtes PDG de cette entreprise depuis 2019, donc vous avez mis en œuvre cette réforme. Et cette réforme, elle a consisté à changer le statut de l'entreprise. Avant, c'était un service public, c'était un établissement public, pardon. Et un établissement public, c'est un morceau de l'État, c'est directement un démembrement de l'État. Et la SNCF est devenue une société anonyme, même plusieurs sociétés anonymes. Et une société anonyme, elle est régie par les règles du secteur privé. Elle a des objectifs financiers, elle ne peut pas être en perte. Elle doit réduire sa dette, elle doit dégager de la trésorerie. Et donc, ça change complètement la gestion. La deuxième chose qui change, c'est que les cheminots sont maintenant embauchés comme des salariés, comme les autres. Il n'y a plus de statut particulier. La deuxième chose qui fait que c'est un moment charnière, c'est qu'on est en plein dans l'ouverture à la concurrence. Donc, comme usagers, comme passagers, comme voyageurs, on ne le voit pas toujours, mais partout, les marchés sont ouverts. Donc, on voit sur les TGV, on voit qu'il y a des Trenitalia ou Renfe. Ce qu'on voit moins, c'est ce qui se passe sur le réseau régional, parce que souvent, c'est la SNCF qui gagne les appels d'offres, mais c'est plus tout à fait la même SNCF, puisque ce sont des filiales de la SNCF qui vont opérer ces trains. Et là aussi, ça crée un changement en profondeur dans l'entreprise. Puis le troisième moment charnière, c'est que vous êtes à la SNCF depuis 1981, vous connaissez cette maison par cœur. Je crois pouvoir dire qu'en interne, vous êtes sans doute un des PDG les plus appréciés, donc y compris par les organisations syndicales qui ne le disent pas, mais qui apprécient la manière dont elles travaillent avec vous, et que votre mandat s'arrête au mois de mai, et que donc c'est un moment intéressant pour tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et la première question, ce que j'avais envie de vous demander, c'est compte tenu de ce qui se passe, de ce changement de statut, de la concurrence, est-ce que la SNCF aujourd'hui est encore un service public ? Est-ce qu'on est encore un service public ? Non, pas vraiment d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut oser rediriger un service public, parce qu'on a changé de nature, effectivement. Donc ça, c'est rediriger. Et oser, c'est être audacieux. C'est-à-dire que ce n'est pas les vieilles recettes d'avant qui fonctionnent. Il faut oser faire les choses différemment. Il faut oser assurer des transformations, parfois des ruptures. Et ça, c'est compliqué, forcément, parce que derrière, il y a 150 000 cheminots, il y a les organisations syndicales qui n'ont pas envie de changer du tout.
Et d'ailleurs, il y a même parfois une partie de la population française qui n'a pas envie de changer du tout. Et qui voudrait continuer à voir la SNCF d'avant, comme elle était avant, d'ailleurs avec une image qui reste très longtemps marquée dans les têtes. Voilà, donc j'ai aussi cette difficulté d'ailleurs à gérer l'écart entre ce que nous sommes devenus ou en train de devenir et l'image très, très solide, hein, très, très longue qui reste dans la tête des gens. Alors service public, c'est aussi un ADN, c'est aussi une conviction. Et ça, on assume. Donc on se transforme en restant fidèle à l'esprit du service public. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire. Alors je vais un peu vous expliquer comment. Voilà. D'abord, de quoi on parle? La SNCF, elle n'est pas bien connue. Il y a toute une partie du groupe SNCF, parce que c'est un groupe que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peu. C'est la moitié de notre chiffre d'affaires quand même, c'est considérable. Ce sont 2 grandes filiales de la SNCF. Il y a un peu d'écho, non? Je m'entends avec un peu d'écho, j'espère que pour vous, ce n'est pas trop désagréable. Voilà. La première filiale, c'est Géodis. Géodis, c'est une entreprise qui transporte des marchandises partout dans le monde, 100% SNCF, mais qui vraiment, elle, n'est pas un service public. Elle est dans la concurrence la plus difficile, la plus féroce, j'allais dire, avec des entreprises américaines, des entreprises allemandes, des entreprises suisses. C'est un combat. Hein, c'est le combat pour capter les flux de marchandises entre l'Asie et l'Europe, entre l'Europe et les États-Unis. Donc là, on est actionnaire à 100%, mais on n'est pas dans le service public. Pour autant, comment ça se relie? C'est que l'argent gagné par Géodis, et moi je veille à ce qu'ils gagnent de l'argent, est réinvesti dans le service public ferroviaire. Donc il y a un lien qui se fait dans la construction de la loi 2018. L'argent gagné par Géodis en Chine ou aux États-Unis, il n'est pas perdu. Voilà, il revient par consolidation financière dans la direction financière du groupe et nous redonnons cet argent, nous réinvestissons cet argent avec l'accord de l'État, bien évidemment, dans le ferroviaire français. Donc on voit comment ces grandes filiales vivent leur vie commerciale, mais l'argent gagné, lui, sert bien à l'intérêt général. C'est la même chose avec Keolis. Alors Keolis, c'est un peu plus subtil parce que Keolis fait des métiers de service public, puisque Keolis, c'est un peu la RATP de la province. Hein. Ils font des trams, des métros, des bus. Voilà, donc oui, ils opèrent des contrats de service. Le métro Lille, le métro Lyon, qu'ils ont perdu d'ailleurs, mais c'est la vie. Métro de Rennes, par exemple. Voilà, donc le tram de Bordeaux. Eux, donc, ont un métier de délégation de service public qu'ils font pour le compte d'une autorité. Donc ça, on voit que leur métier se rapproche davantage du service public, du service au public. Pour autant, là aussi, l'argent qu'ils gagnent, ils en gagnent un peu moins que Géodis, mais ils en gagnent un peu, même recyclage, j'allais dire, même circuit, il va revenir dans les comptes de la SNCF maison mère, qui va réinvestir massivement dans le réseau ferroviaire et dans les TGV, par exemple. Voilà, ça c'est la moitié. L'autre moitié, c'est la SNCF que vous connaissez. La SNCF ferroviaire, celle-là vous la connaissez quand vous prenez le train, même si vous en connaissez qu'un bout. Alors je vous ai expliqué ce qu'il y a là-dedans. En plus, la loi 2018, elle nous a un peu éclaté façon puzzle. Hein, il n'y a pas une SA, il y en a plusieurs. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais enfin on s'y retrouve, hein, rassurez-vous. Donc moi je dirige la SA Tête, qui est une holding, qui chapeaute Géodis et Keolis, et les autres sociétés ferroviaires. Vous avez 4 sociétés ferroviaires, vous avez le réseau, donc vraiment c'est les voies ferrées, les caténaires, les ouvrages d'art, les postes d'aiguillage. Bon, ça c'est presque un remembrement de l'État encore. Hein. C'est un bien commun. Le réseau ferroviaire français, il vous appartient quelque part, il appartient aux Français. C'est une espèce d'infrastructure nationale, pas régalienne mais presque, hein, qui renvoie d'ailleurs en matière de nature et d'investissement à une décision politique. Quelle est la politique de la France en matière de ferroviaire? À partir de cette politique, on verra les sommes d'argent nécessaires pour maintenir le réseau en bon état et le développer. Voilà, donc ça c'est SNCF Réseau. Sa petite sœur, ou c'est même sa petite fille d'ailleurs, c'est Gares et Connexions. Pareil, il y a 3000 gares en France, des toutes petites aux très grandes comme les gares parisiennes. Elles sont regroupées dans une SA qui s'appelle SNCF Gares et Connexions. Là encore, les gares françaises, c'est un bien commun. Ce bien commun, d'ailleurs, il est ouvert à la concurrence, comme l'a dit Sophie Fay. Il est ouvert à la concurrence. Donc vous avez aujourd'hui, par exemple, Trenitalia, qui fait des TGV depuis l'Italie, hein, depuis Milan, Turin, Chambéry, Lyon, Paris, qui utilise donc le réseau ferré national, qui paye un péage comme les TGV de la SNCF paient un péage, et qui paie un droit de toucher aux gares. Par exemple, pour arriver à la gare de Lyon, Trenitalia paye une somme à Gares et Connexions. Donc on voit très bien que ces deux SA qui gèrent des biens communs ont dû aussi s'organiser pour s'ouvrir à la concurrence. La concurrence, effectivement, est un facteur de transformation très important. J'essaierai de faire un peu la synthèse de tout ça après. Je continue ma petite description. Vous avez après celles qui sont dans la concurrence. Alors, vous avez Voyageurs. Voyageurs, il y a deux parties. Il y a les TGV, la longue distance, on va dire.
Voilà, donc c'est comme les avions, là vous avez TGV, enfin, Voyageurs achète ses TGV, achète sa flotte, et il est concurrencé par les Italiens ou les Espagnols par exemple, qui vont opérer des services sur les mêmes lignes que TGV. Et voilà, et c'est le plus fort qui gagne. De la même manière, vous avez aussi, alors toujours dans le Voyageur, vous avez TER et Transilien, là c'est la concurrence comme Keolis, ouverture au marché, pour des concessions de services publics, et enfin vous avez le fret qui est complètement ouvert à la concurrence. Voilà. Donc tout ça, c'est une société anonyme. Le maître mot de la transformation, on n'est plus un service public. Par contre, moi, je veux qu'on soit d'utilité publique. Voilà, ça c'est très important. Je souhaite qu'on ait une entreprise pour autant publique, on appartient aux Français. Donc, au-delà de la performance économique que nous faisons, d'ailleurs au passage, 6 semestres consécutifs dans le vert, on n'avait jamais vu ça à la SNCF, donc c'est une entreprise qui est bien gérée, qui ne coûte pas d'argent aux contribuables, quoi que certains commentateurs disent, c'est pas vrai, on ne fait plus du déficit, on gagne de l'argent, on maîtrise notre dette, donc on est au rendez-vous de la responsabilité économique comme une entreprise, ça c'est le mot entreprise d'entreprise publique, le côté public c'est d'être utile. Utile à nos clients, là je pense qu'on l'est puisqu'on n'a jamais eu autant de monde dans le train de voyageurs, donc il y a un vrai engouement des Français pour prendre le train, tant mieux, donc quelque part on doit répondre à des besoins, mais c'est être aussi utile aux Français, par exemple, on est dans l'aménagement du territoire. Moi les territoires pour moi c'est important, il y a les grandes villes, mais il n'y a pas que les grandes villes, il y a les villes moyennes, il y a la ruralité, et moi j'agis pour qu'il y ait des solutions ferroviaires avec les régions, par exemple sur le matériel roulant, SNCF Maison Mère finance des programmes d'innovation pour définir des nouveaux matériels. Dans notre jargon, c'est peu importe Télé, Drési, Flexi, qui vont circuler sur les petites lignes, plus économiques, électriques, adaptés à des petits flux. On investit là-dedans. On est utile aussi, bien sûr, sur toutes les politiques publiques, l'emploi. On est un très gros recruteur. On recrute dans le groupe plus de 17 000 personnes par an, là, en France. Le ferroviaire, 8 400. Donc on participe à la politique du plein emploi, puisque nous sommes une entreprise qui recrute beaucoup. La formation, c'est pareil. On forme énormément. On est dans la diversité, bien sûr. C'est pour ça que je suis très à l'aise d'être dans le mouvement Impact France. Je me reconnais complètement dans les déterminants, les valeurs et les objectifs d'Impact France. On assume notre responsabilité sociale et sociétale. Donc voilà, par la fondation, par des programmes d'insertion, on est vraiment à fond là-dedans. Et sur le social, Sophie, vous en avez parlé. Oui, je considère que je suis chargé d'âme. J'ai 140 000 personnes, ou un peu plus, qui sont à la SNCF. Ils sont salariés de la SNCF. Ces transformations, ils ne les ont pas souhaitées. Eux, la concurrence, ils n'en voulaient pas. Ils n'avaient rien demandé. Et on est en train de leur demander des efforts. On est en train de transformer l'entreprise. Ils perdent leurs repères. Ce n'est pas un moment agréable pour eux. Je vous donne un exemple. Vous êtes conducteur de train à Marseille. Vous conduisez le TER à Marseille depuis 10 ans, 15 ans. Vous avez espoir, dans quelques années, de passer au TGV. Il y a une progression de carrière chez les conducteurs. Vous commencez les trains régionaux et vous terminez votre carrière en conduisant les TGV. Et là, tout à coup, vous recevez une lettre à la maison. Il y a le côté très intrusif en plus de la démarche. Vous ouvrez la lettre en famille. Et là, il est écrit la ligne sur laquelle vous conduisez a été mise en appel d'offres. La SNCF est susceptible de perdre cet appel d'offres. Et c'est arrivé. Et on a perdu la ligne entre Marseille et Nice. Eh bien, vous allez être transféré de manière obligatoire chez le nouvel arrivant. C'est-à-dire que votre lien à la SNCF va être coupé. Et vous allez devoir être salarié d'une entreprise que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez manger. Et si vous refusez, la SNCF, comme elle a perdu l'activité, elle peut vous licencier. Ben, je vais vous dire, vous êtes conducteur, vous avez 40 ans, vous êtes au statut depuis 15 ans, il y a le monde qui s'écroule là d'un coup. Et ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre que ces transformations, qui sont la conséquence de oser rediriger un service public, ont des conséquences profondes, personnel sur les individus. Il y a des sujets un peu dogmatiques derrière, mais sur les syndicats, la concurrence, ils n'aiment pas du tout. Bon, mais ça, c'est les lois européennes, les lois françaises, donc moi, j'ai pas trop d'état d'âme là-dessus. Les lois, je suis là pour les appliquer. Par contre, la manière de l'appliquer, la manière de conduire les transformations, l'information qu'il faut donner, le rythme des transformations, il faut beaucoup partager. Voilà, donc peut-être aussi sur le social, je ne sais pas si j'enchaîne. On peut peut-être parler un peu plus de la concurrence. En fait, oui. Ce qu'on voit comme usager, c'est une forme de balkanisation du service. On voit que les tickets de TER sont différents d'une région à l'autre. On a parfois l'impression que les régions coopèrent pas toujours. Vous êtes parfois dans un TGV, parfois c'est un TER, les règles changent. Vous ne pouvez pas toujours changer votre billet alors qu'avant vous pouviez le changer plus facilement. Comment on peut éviter cette balkanisation? Combien de temps elle va durer? Elle est pesante pour les salariés, mais pour l'instant, pour les usagers, on en voit plus les effets négatifs que les effets positifs.
Oui, alors le risque de la concurrence, notamment dans les TER. Les TGV, il n'y a pas trop de risques. C'est comme je vous dis, c'est l'image de l'aérien. Vous voulez faire Lyon-Paris aujourd'hui, vous avez la SNCF avec 20 allers-retours par jour, et vous avez les Italiens avec 5 allers-retours par jour. Voilà. Si l'horaire des Italiens vous convient mieux, si le service des Italiens vous convient mieux, si le prix des Italiens vous convient mieux, c'est pas très compliqué de passer du TGV français au Trenitalia. Bon, là, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas vraiment de balkanisation là-dessus. Alors, il peut y avoir balkanisation si vous ratez votre Trenitalia. Nous, on n'est pas obligé de vous prendre, hein. Et inversement. Donc là, il n'y a plus unité, c'est sûr. Donc là, il y a un petit peu d'impact pour le service. Où il peut y avoir balkanisation, c'est la mise en concurrence des trains régionaux. Parce que non seulement, c'est pas... D'ailleurs, même un TER, comme par exemple, prenons le TER PACA, Sud, région Sud, c'est le premier qui a été ouvert. Il y a déjà 2 opérateurs. Et ils n'ont ouvert qu'un tiers. Donc il se peut qu'à la fin de l'appel d'offres, il y ait 3 ou 4 opérateurs sur un même TER, chacun ayant un bout. Donc là, ça devient compliqué. L'articulation entre tout ça, comment je passe de l'un à l'autre, comment chacun de ces TER sera-t-il en correspondance avec les TGV à Marseille ou pas, est-ce qu'on va attendre les gens du TER du privé alors que nous, notre TGV sera prêt à partir? On le fait aujourd'hui, parce que c'est nous avec nous. Quand c'est plus nous avec nous, ben peut-être qu'on ne le fera pas, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on le fasse. Voilà, donc c'est sûr que les sujets tarifaires aussi, c'est très compliqué les sujets tarifaires. Parfois, la définition d'un jeune, par exemple, n'est pas la même entre un TER et un TGV. Donc un tarif jeune, il va marcher sur un TGV, il ne marchera pas sur un TER, etc., etc. Donc c'est vrai qu'à mon avis, il faut peut-être laisser passer cette phase d'un peu d'éclatement, un peu inévitable liée à la concurrence. Mais moi, par exemple, je voudrais bien qu'on réfléchisse à une offre nationale quelque part. Donc ça serait peut-être à l'État français de prendre cette initiative et discuter avec les régions pour qu'il y ait des correspondances, par exemple, garanties, et qu'il y ait une tarification nationale garantie qui permette de continuer à utiliser facilement le TGV et une correspondance TER. Et donc aujourd'hui, qui est garant du service public de transport, en fait? Qui est garant de cette unité, de cette capacité à trouver sa correspondance ou à être replacé sur un autre train si on a voyagé avec une compagnie? C'est un angle mort. Il n'y a personne qui est garant aujourd'hui. Il y a un angle mort. Par exemple, je vous donne comment les Suisses ont réglé cet angle mort. Parce qu'il y a la même problématique partout. Alors, ils n'ont pas vraiment la concurrence, les Suisses, mais les CFF, mes collègues suisses, ne font pas tout le ferroviaire en Suisse, hein. Il y a des endroits en Suisse où c'est d'autres opérateurs. Eh bien, l'État suisse, alors je ne dis pas qu'il faut faire la même chose en France, je vous donne une idée. L'État suisse a demandé, mais par une lettre officielle validée par le Parlement, au CFF, au chemin de fer suisse, d'assurer les correspondances, d'assurer une tarification homogène, d'assurer une information voyageurs cohérente. Voilà, c'est une mission qui est confiée au chemin de fer suisse. Et on voit bien, par exemple, correspondance avec les trains, mais aussi avec les bus, par exemple. Hein. Et il est plus facile de bouger des horaires de bus que des horaires de train. Donc en Suisse, tout est parfaitement articulé. Et les CFF, au-delà de leur mission principale de faire rouler les trains, ils ont aussi cette mission d'assurer tous ces angles morts du service pour faire en sorte qu'il y ait une vraie continuité du service ferroviaire sur le territoire suisse. Et en tant que PDG de la SNCF, est-ce que c'est plus facile de mobiliser une communauté d'agents, une communauté de cheminots au statut qui ont l'impression de défendre le service public tous les jours, de rendre un service public, ou est-ce que c'est plus facile d'avoir, au fond, des salariés qui ont fait différents métiers, différentes entreprises, qui ne seront pas forcément au statut, comme vous commencez à les avoir aujourd'hui? Oui, moi, en fait, dans ma tête, il n'y a pas de différence. Hein. Pour moi, un salarié est un salarié, qu'il soit statutaire ou qu'il soit recruté en contrat de travail standard, pour moi, c'est pareil. Le rôle d'un dirigeant, ça renvoie à moi, cette question-là me renvoie à ça, c'est d'abord d'avoir une vision pour son entreprise. Ça, c'est oser rediriger. Moi, je sais où je veux aller. Je veux aller, c'est simple, je peux l'expliquer en 3 mots. Je veux doubler le trafic ferroviaire dans ce pays, 2 fois plus de passagers dans les trains, 2 fois plus de marchandises dans les trains de marchandises, d'ici 2040-2050. Pourquoi ? Transition écologique, énergétique, aménagement du territoire, pouvoir d'achat, c'est évident pourquoi. Voilà. Donc moi, je suis un militant du ferroviaire, très clairement. Voilà, je me bats pour le ferroviaire parce que je pense que c'est l'intérêt général de ce pays qui est beaucoup plus de voyageurs dans les trains et beaucoup plus de marchandises dans les trains. Voilà. Et je veux que la SNCF, dans toutes ses composantes, s'adapte à cet enjeu. Voilà, donc, et je conduis des investissements en fonction de cet objectif, bien sûr en intégrant les sujets de transition écologique, etc. Voilà, donc moi, c'est une vision. Cette vision, d'ailleurs, deuxièmement, j'ai rajouté un métier. J'ai dit à la SNCF, bon, bien sûr, notre métier, c'est faire rouler des trains, mais on a un sujet d'énergie.
qui s'est déclaré avec la guerre en Ukraine. Eh bien, j'ai décidé que la SNCF va devenir un producteur d'énergie électrique en déployant massivement des panneaux solaires sur toutes nos surfaces délaissées. On en a plein, des surfaces délaissées. On va commencer par 1000 hectares d'ici 2030, qui fera 15 à 20% de nos besoins. Et ma vision, c'est qu'en 2050, on ait déployé énormément de panneaux solaires, 10 000 hectares, on a ce potentiel-là, et avec 10 000 hectares de panneaux solaires, nous serons autosuffisants. Et ça, c'est une vraie révolution, parce que ça veut dire déjà que pour l'intérêt général, je retire les besoins de la SNCF, de tout ce que doit faire EDF, en gros, et je leur enlève une sacrée épine du pied. On est le plus gros consommateur d'électricité, 9 terawatts par an. C'est énorme. Voilà, déjà, je fais du bien, j'allais dire, à la balance énergétique du pays. Et deuxièmement, de point de vue économique, le jour où je suis autosuffisant, ça m'est égal, les errements un peu désordonnés des prix de l'électricité, ça m'est égal, puisque moi je la produis à mon coût et je l'achèterai à mon coût quelque part. Voilà, donc c'est bon pour mon économie, c'est bon pour la France et c'est bon pour la planète, puisque ça bien sûr favorise le doublement du trafic voyageurs et ferroviaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de grèves dans un service public, dans un établissement public, ou est-ce que c'est plus facile de gérer les salariés et d'éviter les grèves quand on est dans une société privée, en concurrence, avec un peu plus de pression et peut-être de menaces pour certains métiers? Comment on gère cette transformation? On a beaucoup... On a vu les mouvements de grève à la fois contre la réforme, les mouvements de grève contre les retraites, on a vu des collectifs qui se forment. Est-ce que plus la SNCF devient privée, entre guillemets, et en concurrence, moins on aura ces mouvements, ou est-ce que c'est décorrélé? Non, il y a une différence. Je pense que la grosse différence, c'est que les entreprises, les salariés des entreprises privées savent que l'entreprise est mortelle. Donc si on arrête de travailler, ça s'appelle faire grève, hein, ou faire grève c'est la conséquence qu'on arrête de travailler, il n'y a plus de recettes. Les clients, ils ne vous paient plus. Si les clients ne vous plaît plus, il n'y a plus d'argent qui rentre dans l'entreprise. Et plus les clients, ils peuvent partir chez les concurrents. Au bout d'un moment, ça se finit mal. Voilà. Et si l'entreprise va mal, elle peut d'abord réduire son activité, voire disparaître. Et dans ce cas-là, les salariés ils sont quand même embêtés puisque leur entreprise disparaît. Cette conscience-là de la mortalité de l'entreprise, elle existe peu dans les entreprises publiques. Encore plus au statut. Parce que là, ils ont l'impression qu'ils sont baqués par l'État, voilà, ils ont l'éternité pour eux. Bon, voilà, donc c'est plus compliqué. L'enjeu, dans mon métier, est plus compliqué. Parce que pour autant, je ne veux pas qu'il y ait de grève. Hein. Ce n'est pas un alibi à ce qu'il y ait des grèves. Et moi, honnêtement, je suis un grand praticien de la chose. Hein. Là, je ne suis pas un théoricien du dialogue social, je suis un grand praticien du dialogue social. D'abord, les constats. Si on enlève les deux mouvements sur les réformes de retraite, qui ne sont pas que SNCF. Hein. Alors, c'est sûr, la SNCF était dans le mouvement, mais ce n'était pas la seule. Moi, depuis presque 5 ans, j'ai eu que 2 grèves nationales, 2, qui ont duré 2 jours, et limitées aux contrôleurs, aux chefs de bord TGV. Et pendant ces grèves-là, il y avait 2 TGV sur 3 qui roulaient. Donc ce n'est pas un drame. Je suis en train de vous dire que là, si on enlève une conflictualité nationale qui dépasse la SNCF, alors pourquoi? Ce n'est pas le hasard, ça. Hein. C'est un résultat qu'on n'a pas obtenu comme ça, miraculeusement. Je passe énormément de temps dans le dialogue social, qui était bien abîmé. Hein. Quand je suis rentré à la SNCF, enfin je suis revenu à la SNCF en 2019, le dialogue social était à moins 15, moins 20, moins 30 degrés Celsius. Hein. C'était très froid. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Roland. Salut. Voilà, donc ça n'allait pas bien. Bon, ce que j'ai fait, j'ai remis les fondamentaux. D'abord, respecter les syndicats. D'abord, moi je dis clairement, j'ai besoin de syndicats. 150 000 cheminots, si je n'ai pas des corps intermédiaires pour les gérer, je ne sais pas faire. Et c'est pour ça que les collectifs m'inquiètent beaucoup, parce qu'on ne sait pas les gérer, les collectifs. C'est qu'ils naissent spontanément, ils se mettent sur des bouts de WhatsApp, on ne sait pas qui c'est, comment on les attrape, quoi. Hein. Voilà, donc c'est très compliqué. Moi, j'ai besoin de corps intermédiaires solides qui s'appellent les syndicats. Je les respecte beaucoup, sincèrement. D'autant plus que les élections professionnelles à la SNCF sont très suivies. Ils sont représentatifs. Il y a en gros 75% des cheminots qui votent, dont les élections, leurs résultats sont tout à fait valables. Voilà. Donc j'ai 4 syndicats, j'en ai 2 assez remuants et 2 plus modérés. Voilà. Donc, et ça s'intersectionne. Le premier, c'est la CGT, c'est remuant. Le second, c'est l'UNSA, c'est plus réformiste. Le troisième, c'est Sudrail, c'est très remuant. Et le quatrième, c'est la CFDT, c'est plus réformiste. Voilà. Je les respecte les 4. Et même ceux qui sont parfois les plus compliqués, je respecte leur point de vue. Voilà. Je ne suis pas en train de dire le point de vue, ça vaut rien, c'est n'importe quoi. C'est leur point de vue. Donc je l'écoute. Voilà. Donc beaucoup d'écoute. Je les vois beaucoup. Je fais au moins 3, on appelle ça des bilatérales off dans notre jargon. Je les vois chacun, de manière isolée, de manière informelle, au moins 3 fois par an,
pour capter un peu l'air du temps, anticiper, les écouter, sentir ce qui peut arriver, essayer d'avoir le dessous, parce qu'il y a ce qu'on dit officiellement, mais ce qu'on dit par-dessous, c'est comme dans le journalisme, hein, c'est quand même toujours très intéressant. Moi aussi, je peux faire passer des messages de la même manière d'ailleurs. Ça permet d'établir une relation de confiance, c'est important. Quand je vais sur le terrain quasiment une fois par semaine. Allez, mettons une fois tous les 15 jours. À chaque fois, je vois les délégués locaux. J'ai dû en voir des centaines des délégués locaux, puisque je vais au moins 30 fois sur le terrain par semaine, donc ça fait 5 ans, 150, ils sont au moins 10 à chaque fois. J'ai vu 1500 délégués sociaux depuis 5 ans. Voilà. Et parce qu'il faut passer du temps. Le temps, c'est la matière première de l'écoute et du dialogue. Voilà. Après, je ne mens pas aux syndicats. Je leur dis, cette transformation, elle a des côtés compliqués. Et là-dessus, on aura du mal à être d'accord sur le principe. Bon, je ne vous demande pas d'être d'accord avec la concurrence. Ça, je ne vous demande pas. Par contre, négocier avec moi les conditions d'application. Voilà. Et ça, j'essaie d'être clair avec eux. Et à côté de ça, enfin, on a droit à une part d'utopie quand on est patron d'entreprise, encore plus peut-être d'entreprise publique. Mon utopie à moi, c'est que le progrès social n'est pas terminé. Il n'y a pas de raison. On entend certains commentateurs dire, en gros, c'est fini, même qu'ils ne sont pas loin de plaider une régression sociale. Moi, je ne plaide pas la régression sociale, je plaide le progrès social. Et j'ai proposé aux syndicats cette année d'avoir une démarche de construction d'une plateforme de progrès social. Et le premier objet qu'on y a placé, c'est l'accord fin de carrière. Certains d'entre vous ont pu lire qu'il a fait beaucoup remuer le microcosme. Mais je suis très fier de cet accord. C'est un accord de pénibilité. On a quand même 90 000 cheminots qui font des emplois pénibles. Et franchement, quand vous avez fait 30 ans ou 35 ans de 3-8, on en reparlera, quoi, hein. Quand vous avez 30 ans, vous travaillez que la nuit, on en reparlera. Voilà, c'est-à-dire on ne peut pas écarter de revers de la main la pénibilité de certains emplois et l'idée de l'accompagner quand on arrive à fin de carrière, c'est une idée qui est juste. Voilà, et on a trouvé un accord là-dessus, je suis très fier de cet accord, il est raisonnable, on avait les moyens de se le payer puisque l'entreprise dégage des surplus, donc le coût en est tout à fait raisonnable et accessible, donc on l'a fait. Et donc, voilà, on passe les caps difficiles de la manière la plus respectueuse possible et on construit ensemble de vrais progrès sociaux pour les salariés de l'entreprise. Un petit mot de conclusion. Qu'est-ce que vous attendez comme qualité du prochain ministre des Transports pour pouvoir rediriger le service public ? Un petit mot de conclusion, mais vraiment un petit mot, car nous avons du retard et nous devons libérer la salle. Oser rediriger la France. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On peut applaudir Jean-Pierre Farandou et Sophie Fay. Merci beaucoup, messieurs, dames.